Général Chevrancy, j'ai une question à vous poser. On a entendu Stanislas Poirier nous dire, voilà, les familles, elles sont en quête d'informations, elles veulent garder des photographies, mais on imagine que d'un point de vue militaire, le renseignement aussi est à l'affût. Dès lors qu'on a des prisonniers ukrainiens qui sortent de ces centres de détention, on imagine que le renseignement ukrainien capte des informations également et en récupère. Alors d'abord sur le problème des familles, il faut quand même savoir, si j'ai bien vu un peu ce qui se passait, c'est que même les familles ne savent pas forcément si tout le monde va revenir, parce qu'on ne sait pas qui est mort ou pas. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur un certain nombre de morts, et finalement c'est presque, quand on voit les vivants revenir, c'est déjà réassurer en quelque sorte ces familles qui ne savaient pas où étaient leurs proches, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de listes qui ont été communiquées au départ entre les uns et les autres, mais s'il y a eu des négociations sur certaines personnes peut-être. Maintenant, sur l'aspect du renseignement, donc ce qui va arriver à tous ces prisonniers, c'est que déjà, on va les remettre en condition, mais ils vont être débriefés. Mais ce que j'entends quand même sur la catégorisation des prisonniers, ils sont quand même en prison depuis bien longtemps. Oui. Donc ils vont pas raconter grand-chose. Néanmoins, 2 à 3 ans. Il y aura une atmosphère qui sera perçue par les services de renseignement. Peut-être que quelques renseignements émergeront au point de vue militaire. Est-ce qu'il doit être fait pareil du côté russe, de toute façon, peut-être façon de savoir un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça va aussi documenter peut-être les différentes accusations portées par les Ukrainiens contre les Russes. Et puis il faut quand même vérifier ce qui s'est passé, si les prisonniers ont été bien traités objectivement. C'est la question là. Et j'en parlais quand même qu'il y a aussi un organisme qu'on ne voit plus. Pourtant c'est son métier. C'est le comité international de la Croix-Rouge. Sa mission première, c'est de s'assurer que les blessés sont bien traités avec un degré complet de confidentialité. Ils ne doivent pas dire ce qu'ils ont vu. Néanmoins, ils ont cette responsabilité, pas uniquement morale, de vérifier si les prisonniers sont bien traités. Et c'est vrai, c'est une question qui pourrait être évoquée, parce que finalement, ça fait 3 ans et demi qu'on est en guerre, mais on les avait déjà vus quand même, le CICR intervenir sur un certain nombre de libérations de prisonniers. Mais en effet, c'est intéressant de noter, en tout cas de soulever sur ces images leur apparente discrétion. Je voudrais qu'on écoute le président Zelensky, la manière dont il voit en fait ces échanges massifs de prisonniers. C'est un nombre important, 1000 prisonniers. Le président Zelensky. Il arrive, me dit-on. Aujourd'hui, l'essentiel est que l'échange ait eu lieu. Il s'agit de la première étape du plus grand échange convenu en Turquie. En fait, c'est le seul résultat significatif de la réunion en Turquie. Les Russes bloquent tout le reste. Pour l'instant, ils le bloquent. Mais le retour de nos compatriotes est précisément ce pourquoi nous œuvrons en permanence. Voilà, le président Zelensky, Belik Nabli, résultat significatif, mais peut mieux faire si je le traduis. Il n'a pas l'air très, très confiant pour la suite au-delà de cet échange. Oui, c'est clair. En fait, si un tel échange a eu lieu, c'est que les deux parties avaient intérêt à le faire. Et quel était cet intérêt? C'était d'abord de signifier que ce qui s'est passé en Turquie avait malgré tout un sens, malgré l'échec global de ces négociations. Et il y a un deuxième intérêt, c'est d'envoyer un message aux sociétés civiles des deux pays, dans la capacité de leurs dirigeants à pouvoir obtenir la libération de prisonniers, ce qui est un signe, quelque chose qui traduit une attente naturellement dans toute guerre et en particulier pour une guerre aussi longue. Donc voilà, l'important c'est d'identifier l'intérêt réciproque dans cet événement. Ensuite, bien sûr, je pense que la question du traitement des prisonniers est une question essentielle. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations, mais c'est l'occasion aussi de rappeler une évidence. Même un prisonnier de guerre a des droits. Ça relève du droit international de la guerre et naturellement, toute violation en la matière serait grave en soi. J'aimerais qu'on écoute le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et je vous poserai une question juste après, Michel Fayad. Nous travaillons actuellement sur la deuxième partie des accords, qui prévoit l'élaboration par chacune des parties d'un projet de document définissant les conditions d'un accord de paix global, durable et à long terme. Dès que l'échange de prisonniers de guerre sera achevé, nous serons prêts à remettre à la partie ukrainienne un projet de document similaire que la partie russe finalise actuellement. En quelques mots, si vous le pouvez, Michel Fayad, est-ce que vous croyez à cette position de Sergueï Lavrov? En gros, on échange nos prisonniers, on les récupère et on verra ensuite peut-être qu'il y aura un accord de paix. L'accord de paix, j'en doute, mais il y aura certainement des propositions russes et qui vont être rejetées par la partie ukrainienne.